Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au programme de l'actualité de chaque semaine. Les populations de Kobané et d'Afrine continuent d'être victimes d'attaques menées par les bandes de Daesh, Dahr al-Sham et Jabhat al-Nusra. De leur côté, les forces démocratiques syriennes continuent leur opération de libération qui s'étend dans les zones de Kobané à Afrine. Les bandes armées qui sont liées à Al-Qaïda, le Ahrar al-Sham et le Jabhat al-Nusra, sont soutenues par la Turquie pour agresser les populations des cantons d'Afrine et de Kobani avec d'incessantes attaques au mortier et avec de l'artillerie. Ce mercredi, les bandes armées ont ainsi visé le quartier général des unités populaires de protection, les Yapaga, ainsi que des bâtiments résidentiels dans les villages de Bassoufané et de Bachemra, dans le district de Cherewa, au sud d'Afrine. Après ces attaques, les Yapaga ont réagi et ont frappé les bastions des bandes armées au nord de la ville d'Alep. Toutes ces attaques coïncident avec la progression des QSD, les forces démocratiques syriennes, vers le canton d'Afrine. Cette semaine, ce sont encore 5 villages qui ont été libérés à proximité d'Azaz. Toutes ces zones situées à l'ouest du canton de Kobani sont également soumises à l'avancée des forces QSD. Ainsi, les troupes de libération avancent vers le sud de la ville de Minbish. Il faut rappeler que ces villes de Minbish et de Jarablous servent de base arrière aux attaques perpétrées par ces bandes armées de Daesh sur le canton de Kobani. À l'ouest de Kobani, le Daesh a encore frappé plusieurs villages, faisant des dizaines de victimes civiles. Si la bande de territoire qui relie Afrine à Kobani est libérée de la présence de Daesh, les attaques sur les deux cantons seront rendues beaucoup plus difficiles et surtout, le dernier lien vital qui relie le Daesh à la Turquie sera rompu. Une réunification des deux cantons aurait aussi pour conséquence de dynamiser l'économie du Rojava. Le MSD, le Conseil démocratique syrien, a été constitué à Derrik en décembre dernier. Ce conseil a tenu sa première réunion à l'étranger, à Genève. La réunion a insisté sur la nécessité de la présence de toutes les parties à Genève pour trouver une solution pour la Syrie. الصادرة عن المؤتمر التأسيسي والمتضمنة خارطة الطريق والميثاق الوطني والتي تؤكد على الحل السياسي التفاوضي في عملية التغيير الديمقراطي الشامل ومن خلال نظام ديمقراطي برلماني تعددي لا مركزي والتأكيد على محاربة الإرهاب بكافة أشكاله. كما أكد الحضور على أن الحل السياسي للقضية السورية يتطلب مشاركة جميع الأطراف السياسية وبحقوق متساوية في العملية التفاوضية المتعددة الأطراف على أساس بيان جنيف وتفاهمات فيينا وقرارات مجلس الأمن ولا سيما القرار 2254. وقد أكد الاجتماع على الحقوق المشروعة للمكونات القومية للمجتمع السوري وفق العهود والمواثيق الدولية ومنطلقات مؤتمر ديرك. كما جدد المجتمعون دعمهم ومساندتهم لقوات سوريا الديمقراطية والتي اعتبرت مجلس سوريا الديمقراطية المرجعية السياسية لها. ووقف المجتمعون على أهمية دور المرأة والشباب في العملية السياسية.
En Turquie, un millier d'intellectuels ont signé une déclaration qui agace Erdogan. Ces intellectuels dénoncent la politique d'Erdogan contre le PKK et la population kurde. Ils disent qu'ils ne veulent pas absolument participer à ce crime. Un homme célèbre a signé cette déclaration. C'est le linguiste américain Noam Chomsky. Il a été interpellé par le président Erdogan. C'est une pétition. Elle est intitulée « Nous ne participerons pas à ce crime » et elle est signée par un millier d'intellectuels de Turquie ainsi que par plusieurs centaines d'autres en provenance de l'étranger. Cette pétition réclame des négociations de paix avec le mouvement kurde. Il n'en fallait pas plus pour que le président Erdogan parle de prétendus intellectuels et de traîtres. Des dizaines de signataires sont démis de leurs fonctions et retenus par les unités antiterroristes de la police. Leurs bureaux sont perquisitionnés afin d'y trouver des preuves de prétendus liens terroristes. Pour Noam Chomsky, le linguiste américain, il s'agit d'un pas supplémentaire et honteux du président Erdogan pour conforter son règne autoritaire. Considérant la lutte des Kurdes contre les attaques de l'État, Chomsky affirme que la position courageuse des Kurdes gagnera en popularité et recevra le soutien international qu'il mérite amplement. Erdogan a alors invité Chomsky à venir voir de ses yeux la situation. Mais le professeur américain a décliné l'invitation. Il ne viendra, a-t-il dit, qu'à l'invitation des dissidents courageux, parmi lesquels les Kurdes, qui font face à ces violentes attaques depuis des années. On vous propose d'écouter Alexandre Delval. C'est un grand spécialiste de la Syrie et de la Turquie. Il a écrit avec Randa Kassis un livre intitulé « Le chaos syrien ». Nous l'avons rencontré cette semaine au Parlement européen. Il nous parle d'abord de la Turquie et des dérives autoritaires d'Erdogan. Écoutez-le. Alexandre Delval, bonjour. Selon vous, on aimerait bien savoir les vrais ennemis d'Erdogan. C'est aujourd'hui, c'est le PKK, ou c'est le peuple kurde, ou c'est le Daesh? Question extrêmement importante et intéressante. Je dirais que l'ennemi principal aujourd'hui d'Erdogan, ou plutôt de son parti politique et des nationalistes et des islamistes en général, de Turquie, ça reste les Kurdes. Pourquoi? Parce que, et je ne dis pas que le PKK, le séparatisme kurde et même l'autonomisme kurde, qu'il soit terroriste ou très pacifique. La preuve, le mouvement de Demirtas a été persécuté d'une manière alors que les terroristes ont été bombardés, ou les pseudo-terroristes, ou ceux qui sont accusés de l'être. Donc on voit bien qu'aujourd'hui Erdogan est contre tout ce qui est kurde, qui n'est pas favorable à l'AKP. Tous les Kurdes qui ont une vision kurde, autonomistes, séparatistes, sont le véritable ennemi pour une raison très simple, parce qu'ils peuvent diviser le territoire de la Turquie. Même si on se met à la place des Turcs 5 minutes, leur ennemi ne peut être que le Kurde autonomiste, puisqu'ils ont une vision unitaire de la Turquie. Ils pensent que les Kurdes n'existent pas, c'est les Turcs des montagnes. Il y a toute une politique révisionniste depuis l'histoire même de la fondation de la Turquie moderne qui consiste à nier l'identité de certaines minorités. Donc c'est un ennemi existentiel. Et en géopolitique, un ennemi existentiel qui en plus est géographique, qui est humain, qui risque de défaire la souveraineté, l'intégrité et les frontières telles qu'elles ont été tracées, c'est l'ennemi primordial. Par contre, Daesh peut devenir un ennemi important. Mais pour l'instant, dans la balance, Daesh est considéré comme faisant moins de dégâts à la Turquie islamo-nationaliste que ne l'a fait Daesh. Les choses peuvent évoluer, hein. Mais pour l'instant, la preuve, le dernier discours d'Erdogan, juste après les attentats de Sultan Ahmet, ont presque plus critiqué les terroristes kurdes du PKK que les auteurs de l'attentat qui étaient des islamistes proches de Daesh. On voit bien que le logiciel n'a pas encore changé. Les ONG parlent de crimes de guerre. Les Kurdes sont attaqués dans leur village par l'armée turque. Et les médias parlent très peu. Oui, c'est vrai, ce qui est stupéfiant, et c'est pas que pour la Turquie, tant en Ukraine, avec la partie ukrainienne pro-occidentale, tant en Turquie, on constate que quand celui qui n'est pas dans le camp de l'OTAN commet un certain nombre de meurtres, de crimes de masse, comme les Syriens par exemple, c'est dénoncé. Mais quand un pays fait partie de l'OTAN, comme la Turquie,
ou veut appartenir à l'Occident, comme les Ukrainiens de l'Ouest, eh bien leurs crimes, quand ils massacrent des populations et ils bombardent avec des techniques de guerre massive des populations civiles innocentes, forcément par définition innocentes, eh bien ça ne paraît pas être un crime contre l'humanité. En gros, selon que vous soyez du côté de l'OTAN ou pas, vous êtes responsable et vous êtes coupable de faire des meurtres de masse, alors que si vous êtes de l'autre côté, vous êtes traité différemment. C'est une constante. Et la Turquie bénéficie, c'est sa rente de situation. Depuis toujours, la Turquie a misé sur son appartenance à l'OTAN et à de nombreuses organisations occidentales pour exercer une pression, pour faire taire les Occidentaux et pour avoir une sorte d'exemption, pour ne pas être jugé, pour ne pas être incriminé. Elle a énormément rentabilisé sa présence dans l'organisation atlantique. Et même pour entrer dans l'Union européenne, la Turquie n'a cessé de dire dans les années 2004-2005, au moment où on ouvrait les négociations en vue de l'adhésion, nous avons lutté avec l'Occident contre l'URSS pendant la guerre froide, nous sommes membres à part entière de l'OTAN, nous avons rendu service, on doit nous remercier. C'est une rente. Je dirais que la Turquie bénéficie d'une rente de situation qui lui permet de ne pas être justiciable d'un certain nombre d'excès et d'atteintes aux droits de l'homme, c'est sa présence dans l'OTAN. C'est très important que depuis le début, c'est ce que nous disions dans notre livre « Le chaos syrien » avec Randa Kassis, toutes les parties doivent être représentées, tous les acteurs internes, régionaux et externes et internationaux, tous les acteurs. Et depuis 2011-2012 surtout, on a vu l'Occident privilégier un certain nombre d'acteurs et en exclure d'autres. C'était une erreur et je pense qu'au niveau des acteurs internes, l'élément kurde est primordial. Il est l'élément qui, sur le terrain, peut réellement faire office de troupe au sol pour lutter efficacement contre Daesh. Et on sait que les bombardements aériens n'ont jamais mené à quoi que ce soit s'ils ne sont pas suivis d'un service après-vente, s'il n'y a pas une politique aussi d'après-guerre et bien sûr s'il n'y a pas de troupes au sol pour pouvoir cibler l'ennemi de manière beaucoup plus juste. Sans troupes au sol, on est condamné à faire des guerres absolument injustes qui se retournent contre nous et qui au contraire montent les populations victimes de bombardements forcément aveugles. Un bombardement n'est jamais ciblé. Il n'y a que ceux qui sont adeptes des jeux vidéo et qui confondent le réel et le virtuel, qui croient qu'une bombe lancée de plusieurs milliers de mètres ou parfois de kilomètres ou de milliers de kilomètres peut atteindre de manière microscopique et épargner les méchants et ne frapper que épargner les gentils, frapper que les méchants. Donc on le voit bien, des troupes au sol sont fondamentales et les Kurdes aujourd'hui devraient à mon avis même carrément non seulement être associés à un certain nombre de négociations et beaucoup plus associés, mais ils devraient être armés. Même si la Turquie fait obstacle à cette éventualité, il faut absolument que l'Occident livre beaucoup plus d'armements aux Kurdes d'Irak et de Syrie, qui, je le répète, sont la seule force efficace dans les territoires qu'ils contrôlent, bien sûr, pas ailleurs, contre Daesh. Au moins pour endiguer, pour contenir Daesh et d'autres djihadistes non moins terroristes. Merci beaucoup. Merci à vous. Au Kurdistan du Nord, des jeunes femmes qui étudient à l'université ont rejoint les rangs de la résistance. Elles s'engagent à défendre les populations contre les exactions des forces turques. Voici les nouvelles recrues des Yapashajin, les unités féminines de protection des civils du Kurdistan du Nord. Elles prêtent serment. Elles sont désormais dans les rangs de la résistance contre la terreur de l'État djeziré et contre la politique d'annihilation suivie contre le peuple kurde. Ces unités de défense ont vu le jour à Djeziré, à Nusaybin, à Silopi, à Sour, à Idil et à Sirnak. Partout, là où se déchaîne la brutalité des forces de la sécurité de l'État turc. C'est en 2013 qu'un premier groupe d'Assaïch, ou groupe de sécurité publique, avait été créé à Djeziré. C'était à l'appel d'Abdullah Öcalan. Ce premier groupe, les Jeunesses patriotiques révolutionnaires, a commencé par s'attaquer aux fléaux que sont la prostitution et la drogue, tout fléau entretenu par l'État turc afin d'assurer volontairement la décrépitude des régions kurdes. De nombreux Yadagaha, ces Jeunesses patriotiques révolutionnaires, sont ensuite allés se battre à Kobani, où ont mené la résistance à sa frontière, empêchant les membres de Daesh de traverser.
Ce sont ces jeunesses patriotiques révolutionnaires qui ont aussi commencé à creuser des tranchées et à monter des barricades pour protéger la population quand l'État s'en est pris aux zones habitées. Les Yadagahash sont devenus, en ce qui concerne les unités féminines, les Yapasha Jin, les unités de protection des civils, femmes, luttant pour l'administration autonome et luttant pour la liberté des femmes. Chaque jour, dans le Kurdistan du Nord, les forces de l'État turc tuent des civils et détruisent des villes. L'impunité règne pour les soldats turcs et toutes les conditions sont réunies pour provoquer un embarrassement du conflit. Le corps de ce petit garçon de 11 ans, Mahmat Maté, assassiné le 21 décembre par la police, ainsi que le corps de son cousin Aydin Maté et celui d'Omar Maslou, un vieillard de 70 ans, tué il y a 15 jours, tous ces corps étaient entreposés dans la mosquée Hussein à Silopi, faute de pouvoir être inhumés à cause du couvre-feu décrété par l'occupant turc. Les forces spéciales de la police sont venues emporter les 3 corps pour les inhumer dans un endroit inconnu, à l'insu de leur famille. Et chaque jour, de nouvelles victimes viennent alourdir le bilan macabre à charge de l'État turc. Abdul Salam Yilmaz se trouvait devant sa maison, à Sour. Il a été assassiné lui aussi par les policiers ce jeudi. À Yuksekova, la tension était grande aussi, après qu'un véhicule des forces turques n'écrase un homme d'une 50aine d'années, Hassan Han. Face à ce meurtre barbare, les habitants se sont rendus sur les lieux du crime avant que la police ne les disperse en tirant sur la foule depuis un véhicule blindé. À Djezere, ce jeune homme de 25 ans, Ali Bagdir, a été assassiné par les policiers et par les militaires qui lui ont tiré des dizaines de balles. En 2 journées seulement, rien que pour Djezere, les forces d'occupation turques ont tué 6 civils. Veysi Elchi avait 30 ans. Lui aussi a été tué à Djezere, dans le quartier de Sas, alors que le couvre-feu n'y est pas déclaré et qu'il n'y a là ni tranchée ni barricade. Et pendant que les policiers et les militaires tuent, les tanks se déploient sur les hauteurs des collines et tirent sur les quartiers. Toutes ces atrocités commises contre des civils ne laissent pas indifférents de nombreux soldats turcs. C'est ainsi que 23 d'entre eux, parmi lesquels 12 sergents spécialisés et des officiers de haut rang, ont remis leur démission. Tous ces soldats étaient détachés auprès du commandement de la gendarmerie de Çakır Shogut, près de Sirnak. De nombreux gardes de village kurdes, armés par l'occupant turc et chargés de traquer les responsables du PKK, ont également remis leur démission, et ce, malgré les nombreuses pressions et les intimidations. Le parti AKP muscle de plus en plus la presse et l'opposition politique. C'est une manière d'étouffer les violences commises contre la population du Kurdistan du Nord. Cette semaine encore, des journalistes et des responsables politiques ont été victimes du harcèlement des autorités turques. À Kızıltepe, dans le district de Mardin, les forces spéciales de la police ont assassiné au volant de leur véhicule les responsables du parti DBP de Kızıltepe. Il s'agissait de Cengiz Ardam et de Salahattin Aras. Le propriétaire de l'automobile, Mahmoud Eren, a été enlevé chez lui et on est toujours sans nouvelles. 2 autres femmes ont aussi été assassinées cette nuit-là à Kızıltepe, à leur domicile. À Van, comme à Mouch, à Sirnak ou à Ahmet, la police investit les permanences des partis politiques, comme ici le bureau du DBP à Van. Les responsables politiques sont emmenés par les policiers et les locaux sont fouillés. À Ahmet, les bâtiments abritant les bureaux du DBP et du Kurdider à Sinar ont été incendiés. Selon des témoins locaux, l'incendie a été bouté par des policiers en civil. Les journalistes sont également victimes du coup d'État de l'AKP. Nadim Oruç, de l'agence DIHA, a été arrêté le 5 janvier. Il est emprisonné à la prison de Sirnak. Cette semaine, des photos ont émergé, le montrant le visage recouvert de marques de torture sur le visage. Près du directorat de la santé de Sirnak,
des journalistes tentaient de couvrir la mobilisation policière. Ils ont été pris pour cible par des snipers de l'armée. Heureusement, aucun d'entre eux n'a été blessé. Un autre journaliste de l'agence DIHA, Murat Verim, a lui aussi été arrêté à Kerboran lors d'un raid de la police à son domicile. On arrive à la fin de notre programme de l'actualité. Merci beaucoup pour votre écoute. À la semaine prochaine.